Nous allons commémorer le 57e anniversaire tragique du 17 octobre 1961. Mais avant d'entamer cette commémoration, je tiens à vous présenter nos mères et nos pères, les Moudjahidines de la Fédération de France du FLN. Veuillez les acclamer, les honorer. Avant d'entamer, nous allons prendre un instant pour honorer notre hymne national. Merci à tous. J'aimerais vous demander d'observer une minute de silence à la mémoire des frères et sœurs tombés le 17 octobre 1961. Au nom de l'Organisation nationale des Moudjahidines Migration, de l'Union nationale des Algériens en France et en Europe, de la Fédération des travailleurs africains en France et de l'Amicale des travailleurs algériens en France qui ont appelé à cette manifestation, à cette réunion d'aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les frères et sœurs qui sont présents ici pour cette occasion, au cours de laquelle nous allons aborder les événements tragiques du 17 octobre et en même temps laisser aux frères et sœurs, à messieurs et dames qui voudraient soit poser des questions, soit témoigner, de le faire.
Avant de commencer, j'aimerais aussi saluer la présence parmi nous du frère Moula, membre du secrétaire national du Moudjahidine, qui est présent ici dans la salle avec nous, mais aussi du frère Bachir Khalfallah, ancien responsable de la communauté tunisienne en France, ancien parlementaire aussi, qui a bien voulu répondre à notre appel. Et bien évidemment, à mon frère Gay, le président de la FETAF, et à M. Saïd Rabah, président de l'amicale des travailleurs algériens. Et évidemment à mon frère et compagnon, Ramadan Mgarouz, le représentant de l'Union des Algériens en France et en Europe, et ancien Moudjahid. Avant d'aborder donc les événements tragiques du 17 octobre, j'aimerais demander à M. Amin Gay de dire quelques mots, ainsi qu'à M. Saïd Rabah. La Fédération donc des travailleurs africains en France et en Europe s'honore encore une fois de pouvoir participer à une telle cérémonie. Cette réunion a son pesant d'or parce que les sommités qui sont ici présentes, soit au niveau de la tribune ou bien dans la salle, sont des témoins vivants de cette histoire combien héroïque du peuple algérien, martyr, et de cette histoire qui a joué un rôle, occupe une place importante dans l'évolution de l'ensemble des peuples africains. Cette histoire de la lutte anticoloniale menée sur le sol algérien, comme vous le savez, a irradié toute l'Afrique. Et on ne cessera jamais de dire, et très haut il faut le dire, que l'Algérie reste la Mecque de la révolution africaine et symbolise également cette lutte anti-impérialiste mondiale dont on a oublié les fondements et qui doit se perpétuer dans les mémoires. C'est donc aujourd'hui un devoir de mémoire que nous sommes en train d'accomplir et un témoignage auprès de ces jeunes qui devront demain relayer cette histoire et faire en sorte que ce qui s'est produit avant ne se reproduise jamais sur la terre algérienne et également sur la terre africaine, mais partout ailleurs où l'oppression coloniale, quelquefois, commence à renaître de ses cendres. Comme vous le savez donc, la FETAF, qui est la Fédération des travailleurs africains en France, dont le but ultime est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses mandats, n'a jamais voulu couper le cordon ombilical avec l'Afrique. Voilà, chers amis, ce que je tenais à dire très... qui était inédit dans l'histoire. La révolution algérienne, en fait, ce n'est plus une guerre d'Algérie, c'est une guerre de libération, c'est une guerre anticolonialiste où tous les militants anticolonialistes, soient-ils africains, français, européens, tout un chacun a collaboré suivant ses convictions, suivant ses positions. Donc je tiens à rendre hommage à toutes ces personnes-là. Et le 17 octobre, au fait, c'est une manifestation contre la discrimination, contre le contrôle aux faciès. Ça a commencé le 17 octobre 1961. Et là, on est actuellement, on n'est pas sorti de ce problème. Donc, ce qui se passe en France avec tout ce que nous vivons quotidiennement, avec tous les contrôles que nous subissons. Donc aujourd'hui, à cette occasion, nous tenons à nous incliner à la mémoire des victimes de la répression sauvage qui était très sauvage.
le 17 octobre 1961, les Algériens et les militants anticolonialistes ont tenu à dire non à toute forme de discrimination. Donc ils ont été tués, blessés et jetés dans la Seine. Donc aujourd'hui, nous tenons à leur rendre hommage. Merci. La 4e République est tombée. La 5e République, avec l'avènement du général de Gaulle, a été fondée. Le général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, après le soulèvement militaire en Algérie du 13 mai, a donné tous les moyens à l'armée coloniale pour intensifier la répression en Algérie. Il a doublé les effectifs de l'armée. Il a donné tous les moyens à l'armée française pour venir à bout de l'insurrection du peuple algérien, du Front de libération nationale et de l'armée de libération nationale. En vain. À partir de 1960, il a commencé à prendre ce qu'on peut appeler un virage complet, parce qu'au départ, rappelez-vous, tout de suite après le 13 mai, il s'est rendu en Algérie et il avait, dans son discours, crié « Vive l'Algérie française ». Donc je disais, 2 ans après, il a changé de politique. Il a commencé d'abord par appeler à la paix des braves, en laissant les couteaux dans les vestiaires, en voulant dire par là, il voulait discuter avec les combattants de l'intérieur. Il a cherché à diviser les rangs de la Révolution, en voulant mettre la direction de la Révolution établie à l'extérieur, c'est-à-dire aux frontières de notre pays, en Tunisie. Le GPRA était en Tunisie. Et il voulait dire qu'il pouvait discuter qu'avec les combattants de l'intérieur. D'où cet appel, la paix des braves, avec la condition qu'ils doivent laisser les couteaux au vestiaire, autrement dit, ils doivent déposer les armes. Le FLN et le GPRA, donc le GPRA c'était le gouvernement provisoire de la République algérienne, avaient répondu immédiatement en disant « Nous préférons la mort des braves que la paix des lâches ». Par la suite, il y a eu les premiers contacts officiels entre le gouvernement français et le GPRA. C'était en juin 1960 à Melun. La rencontre de Melun, rapidement, les contacts ont été rompus. Ont été rompus pourquoi? Parce que les tenants de l'Algérie française avaient leurs représentants au gouvernement, à la tête du gouvernement français, en la personne de Michel Debré. Michel Debré était un partisan zélé de l'Algérie française. D'ailleurs, quand on va parler du 17 octobre, on retrouvera que derrière Maurice Papon, les plus hautes autorités qui ont poussé à cette manifestation et à la répression, il y avait derrière, évidemment, le Premier ministre, Michel Debré, et le ministre de l'Intérieur, Roger Frey. Donc, après la rupture des contacts en juin, la guerre s'est poursuivie. On arrive à 1961. 1961, à partir
d'avril-mai 1961, il y avait les premières négociations entre le GPRA et les représentants du gouvernement français. Avant d'arriver aux accords d'Évian, les négociations ont duré pendant 4 mois. Et ces négociations se déroulaient très exactement, pas à Évian, mais à Lugrin. C'est pendant les négociations entre le gouvernement français et le GPRA, les Français musulmans d'Algérie. Il leur est interdit de circuler entre 20h30 et 5h30 du matin. De même que les établissements tenus par des Algériens ou fréquentés par des Algériens devaient fermer à partir de 19h jusqu'à 6h du matin. Autrement dit, on décide d'un couvre-feu raciste à l'encontre des seuls Algériens pour les empêcher de circuler. Maurice Papon, qui a fait de sinistre mémoire, qui a fait ses preuves avant d'être nommé à la tête de la préfecture de police de la Seine, parce qu'à l'époque, il faut vous dire que c'était le département de la Seine. Et le département de la Seine regroupait l'actuel département de Paris, Intramuros, plus les départements actuels du 91, du 92, du 93, du 94 et du 95, où il a commis des crimes. Il décrète un couvre-feu, il vise à paralyser et détruire l'organisation du FLN. Que les militants du FLN menaient essentiellement leur activité le soir. Dans la journée, tout le monde travaille, c'est des ouvriers, c'est des travailleurs. Ils travaillent dans des usines, dans des entreprises du bâtiment, dans les mines, évidemment, dans l'est de la France et du nord, mais ici en France, donc, les travailleurs algériens travaillaient toute la journée. Et le soir, c'était le moment de se rencontrer, de se réunir, de mener les activités de l'organisation clandestine du FLN. Donc, en décrétant ce couvre-feu, il visait à détruire, à paralyser l'organisation du FLN. Le couvre-feu donc a été décrété le 5 octobre. Et du 5 octobre au 17 octobre, vous voyez, il y a quand même une période, une assez longue période, qui a permis au FLN de préparer la riposte à ce couvre-feu et de faire une riposte pacifique, parce que le FLN tenait compte du fait qu'il y avait des négociations entre la France et le FLN. Rester silencieux, sans réagir, après les massacres qui ont été commis contre les Algériens. La manifestation du 17 octobre a été une manifestation pacifique. Donc le FLN, d'ailleurs, je dois préciser ici que la base du FLN, ici dans la région parisienne, qui était concernée par ce couvre-feu, les militants, les cadres, à tous les niveaux, ont saisi la fédération pour dire que nous devons riposter à ce couvre-feu. La fédération, finalement, a choisi le 17 octobre pour appeler les Algériens de la région
de Paris, de la région parisienne, à sortir en masse pour manifester à Paris et dénoncer le couvre-feu raciste et de crier haut et fort dans la capitale française où il y a toute la représentation diplomatique que l'Algérie combattait pour sa liberté et son indépendance. Ce jour du 17 octobre, c'était un mardi, et le soir, des Algériens sont venus en métro par milliers. Il y a quelque chose comme environ 50 000 Algériens qui ont réussi à investir les principales artères de la capitale française, c'est-à-dire essentiellement les grands boulevards, et de manifester pour dénoncer le couvre-feu de Maurice Papon. La police, les forces de police qui ont été mobilisées, les attendaient déjà dans les bouches de métro, et notamment comme le pont de Neuilly, le pont de Besançon, pour bloquer les Algériens qui se dirigeaient pour manifester à Paris. Et c'est là que, notamment au niveau du boulevard Bonne Nouvelle, les forces de police ont tiré à l'arme automatique sur les manifestants. Pourtant, c'était des manifestants pacifiques. Le FLN a pris soin de donner comme instruction à tous les participants à cette manifestation de ne pas prendre d'armes sur eux et de ne même pas prendre un canif. Surtout de ne pas répondre aux provocations. C'est ainsi qu'il y a eu un massacre. Les Algériens qui ont été violemment chargés par les forces de police ne répondaient même pas aux forces de police qui étaient en train de leur tirer dessus, de les matraquer et répondre aux provocations des ultras, notamment de Maurice Papon et de Michel Debré, qui était derrière tout ça avec Roger Frey, l'Algérie française, mais il cherchait à faire avorter les négociations. Cherchait à faire avorter les négociations qui se déroulaient déjà depuis plus de 3 mois. Comme ça se fait normalement dans les négociations, il y a des moments d'arrêt. Mais en tout cas, les négociations se sont poursuivies au stade de Coubertin et également au centre de tri de Vincennes. Ils ont fait l'objet de toutes les actions les plus barbares de la police. Plusieurs Algériens qui étaient blessés n'ont pas reçu de soins et certains sont décédés. Un nombre d'entre eux ont été transférés en Algérie. Ils disaient à l'époque dans leur devoir d'origine. Mais plusieurs d'entre eux ont disparu. Il y a ceux qui disent que, au-dessus de la Méditerranée, certains ont été jetés carrément à la mer. Donc, Maurice Papon, après cette manifestation, a publié un communiqué où il parle de 3 morts. 3 morts, alors qu'il parlait en même temps de milliers d'arrestations. Comment on peut savoir 3 morts quand on fait comme ça des rafles de plusieurs milliers d'Algériens? Donc voilà la manifestation. Les Algériens ont crié, malgré tout, ce qui s'est passé,
haut et fort que revendiquer l'indépendance de l'Algérie, la liberté. Après la manifestation, les jours suivants, il y a eu des manifestations dans plusieurs villes de France, à Strasbourg, à Belfort, à Mulhouse. Il y avait des femmes et des enfants qui sont ici à Paris, qui ont été exigés la libération de leur mari. La manifestation, donc, en France, a permis en même temps aux Parisiens, aux Français, de voir clairement, d'assister à ce massacre d'Algériens à Paris. D'ailleurs, si vous permettez, je vais vous lire un poème de regretter le marhoum Katbiassi, qu'il avait écrit juste après cette manifestation. Peuple français, tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Tu as vu notre sang couler. Tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine. La Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la commune ces corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu. Oui, tout vu de tes propres yeux. Et maintenant, vas-tu parler? Et maintenant, vas-tu parler? Après la manifestation du 17 octobre, l'État français, à ce jour, n'a pas encore reconnu clairement le crime d'État commis à Paris le 17 octobre 1961 contre des Algériens. Certes, en 2012, le président Hollande a fait un premier pas en parlant de la sanglante manifestation du 17 octobre. Et le 17 octobre de cette année, le président Emmanuel Macron, il a tweeté sur son tweet officiel que la France devrait regarder son histoire en face et de la nécessité de reconnaître ce qui s'est passé pour avoir des liens apaisés avec l'Algérie. Mais ce que nous demandons aujourd'hui à M. Emmanuel Macron, président de la République, c'est enfin de reconnaître le crime qui a été commis à l'égard des Algériens le 17 octobre 1961. Ce que nous demandons aujourd'hui aussi, c'est qu'il y ait un lieu de mémoire pour les victimes du 17 octobre. Chaque année, on va au Pensionnat Saint-Michel, il y a une plaque. Mais ça a été une initiative courageuse de Bertrand Delanoë, maire de Paris. Nous exigeons la reconnaissance du crime commis contre les Algériens le 17 octobre 1961
et un lieu de mémoire officiel à Paris, où s'est produit ce massacre unique dans l'histoire de France. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, nous sommes encore les derniers survivants de cette époque glorieuse de la guerre d'indépendance, et nous faisons passer le message aux jeunes d'origine algérienne qui travaillent, même s'ils ne sont pas nombreux, à perpétuer ce souvenir. C'est un combat qui doit se poursuivre jusqu'à la reconnaissance des crimes commis contre le peuple algérien pendant 132 ans de colonisation. Voilà ce que on tenait à vous dire ici au nom de mes frères, camarades et compagnons qui sont ici présents. Je vous remercie pour votre présence et on laisse la salle pour les questions. Oui, ceux qui souhaitent poser des questions ont juste levé la main. Monsieur Eric Boison, vous avez... Allez-y. Allez-y, mademoiselle, on commence par vous, allez. Moi, ce que je voulais savoir, c'est vrai, alors c'était très, très clair ce que vous avez expliqué. J'ai bien aimé comment vous l'avez amené, en faisant une rétrospective. Les Algériens d'Algérie ont appris ce qui s'était passé le 17 octobre 61 et quelle a été leur réaction, aussi bien dans les maquis, dans les villes, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien avoir, cette vision, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas le téléphone, c'était... Je voudrais bien savoir à quel moment ils ont entendu, quelle a été leur réaction, sachant que ça nous rappelle quand même les événements du 8 mai 45, un petit peu, cet acharnement, cette haine, et ce racisme. Donc je voudrais bien avoir votre avis sur comment a été ressenti ces événements en Algérie. Oui, merci. Téléphone arabe. Merci. Ce qu'il faudrait vous noter algérienne ici est qui est suivi évidemment aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, parce que il y avait à l'époque le FLN était présent aussi à l'étranger, il avait ses représentants. Il y avait aussi la Voix de l'Algérie libre, la radio, la Voix de l'Algérie libre. Nous avions à l'époque une demi-heure quotidiennement sur la voie au Caire, saute l'arbre. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion de dire ici que l'immigration algérienne a été la première de l'histoire des peuples colonisés. La première, jusqu'à nos jours, des peuples colonisés à avoir importé la guerre sur le territoire même du colonisateur. C'est vrai. D'autre part, quand on parle des manifestations de 1961, nous devenons, vous êtes jeunes, beaucoup ne le savent pas, il faut se remémorer les manifestations populaires d'Alger du 11 décembre 60. Le peuple d'Alger, ils ont commencé à Bellecour, à Al-Medania, ex-Clos-Salambier, et puis ça a touché la Casbah et tout Alger. Des milliers d'Algériens sont sortis face aux chars de l'armée coloniale, de l'armée française, avec des drapeaux pour exiger des négociations avec le GPRA et l'indépendance de l'Algérie. Non seulement en Algérie, mais, comme je le disais tout à l'heure, dans d'autres pays ici, en Europe et ailleurs, dans le monde arabe et en Afrique. Monsieur. Oui, vous posez votre question.
Vous avez parlé tout à l'heure que l'État français, on souhaiterait que la communauté algérienne, est-ce que l'État français prévoit un lieu de commémoration pour ses victimes, pour ses frères du 10 octobre 1961. Pour finir et pour ne pas occuper et monopoliser la parole, je propose, au nom de ces victimes du 17 octobre 1961, que le centre culturel qui a été à la tête de représenter cette communauté, il a été conçu au sein des militants de l'Amicale des Algériens, que ce centre culturel porte le nom du 17 octobre. Merci. Le centre culturel, j'aimerais ajouter un mot, puisque vous parlez du centre culturel. Ancien membre du comité fédéral, que nous avons édifié ce centre culturel. Nous avons acheté le bâtiment qui abrite aujourd'hui le centre culturel avec les cotisations des militants de l'Amicale. Il faut que les gens le sachent. Et la direction du FLN en Algérie avait financé l'équipement, les travaux de transformation du bâtiment. Parce que ce bâtiment, c'était un bâtiment d'une entreprise qui faisait un travail, c'était ce qu'on appelait le bobinage. Donc il y avait des salles, ce n'était pas des bureaux. C'est pour ça que nous avons choisi ce bâtiment. Il ne nécessitait pas beaucoup de transformation. Et en même temps, nous avons voulu que ça soit dans le 15e. C'est un arrondissement un peu où les Algériens étaient présents là-bas dans le 15e. À l'époque de la colonisation, il y avait les usines d'André Citoyen qui étaient là où il y a actuellement d'ailleurs, il y a une station de métro qui porte le nom d'André Citoyen. Donc, si vous voulez, nous avons voulu choisir un lieu que ce ne soit pas les arrondissements comme le 16e, le 8e, par exemple le 6e, le 5e. Nous avons choisi un département un peu populaire pour le centre culturel algérien. Donc, c'est l'Amicale qui a édifié ce centre. Il a été inauguré à l'occasion de la première visite du président algérien en France, la première visite d'un président algérien en France. Il s'agit du président Chedri, qui a fait une visite ici en 1982. Voilà. Maintenant, pour ta proposition, nous ne pouvons que la soutenir en espérant que les autorités nous entendent et pourquoi pas de baptiser ce centre culturel Il a parlé des événements, tout ça d'autre manière, il a exposé l'événement l'événement 17 octobre. C'est que ma question est que est-ce qu'il y a un travail, il y a un travail que vous avez fait vous, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire justement pour le laisser comme mémoire, parce que là je vois que la manière dont vous avez exposé l'événement, c'était vraiment une très bonne manière et vous avez c'est-à-dire parlé des étapes du déroulement de l'événement, tout ça, mais est-ce que vous avez vous-même essayé de mémoriser ça, c'est-à-dire de le produire dans un livre, là, pour le laisser pour les générations à venir. De Jean-Luc Inaudi, c'est un militant d'extrême gauche qui a fait beaucoup de travail de recherche sur le 17 octobre. D'ailleurs, on me donnait l'occasion de dire que Maurice Papon l'a poursuivi en diffamation pour son livre. Il a considéré que Jean-Luc Inaudi l'a diffamé. Eh bien, lors du procès que Maurice Papon a tenté à Jean-Luc Inaudi, pour la première fois,
un tribunal français, dernièrement, je vous dis ça, d'ailleurs je vous avoue que je l'ai apprise, j'ai participé à une conférence donnée par Mohamed El Bjaoui, ancien ambassadeur ici en France, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Justice de l'Algérie, ancien président de la Cour de justice de la Haye, Cour internationale. Donc sur le plan judiciaire, c'est une sommité. Aujourd'hui, il a 88 ans. Je savais que Maurice Papon a tenté a fait un procès à Jean-Luc Inaudé, mais franchement, nous n'avons pas relevé le côté qu'a expliqué c'est Mohamed Djaoui dernièrement. Est-ce que vous me permettez la question, c'est-à-dire c'est par rapport à votre Oui, j'ai compris. Si vous pouvez avoir un peu de patience, je répondrai aussi à la suite. Mais je tenais à vous dire ce problème-là de Jean-Luc Inaudé, lui, aujourd'hui, il est disparu. Il est mort, là, mais c'est un ami de l'Algérie, il a écrit 3 ouvrages, notamment deux sur la 17 octobre et un autre sur un ancien responsable de Wilaya pendant la guerre ici, qui a collaboré avec les Français. Donc je reviens à ce procès, c'est important. Vous savez que les parents des victimes, des associations, ont déposé plainte auprès de la justice française sur les événements du 17 octobre. Et à chaque fois, la justice française a toujours évacué le problème en faisant référence aux lois d'amnistie, pour ne pas juger sur le fond les plaintes qui ont été déposées, et pour ne pas porter atteinte à la justice française. C'est de bonne guerre, c'est normal. C'est une justice indépendante, mais c'est une justice qui défend d'abord le pays, son pays. Donc, pour la première fois, la justice française, dans ce procès de Maurice Papon contre Jean-Luc Inaudé, Maurice Papon a été débouté et le tribunal a statué en disant c'est un massacre. Donc, pour la première fois, là, c'est passé comme ça, on ne le retient pas, mais c'est important. Pour la première fois, la justice française a condamné la France pour le massacre le 17 octobre. Ça, c'est important de le relever pour que vous le sachiez. Ça fait jurisprudence. S'il y a d'autres cas analogues. Alors maintenant, pour ce qui concerne le FLN, tu parles du FLN, s'il a écrit sur le 17 octobre. Non, de votre personnalité vous-même, c'est de votre personne vous-même. Est-ce que vous avez des projets d'écriture, de mémoire? Écoute, en ce qui me concerne, j'ai témoigné dans un livre récemment. C'est un livre qui a été écrit par Karim Younis, l'ancien président de l'Assemblée nationale. J'ai témoigné longuement et j'ai abordé ce problème du 17 octobre. Ça, personnellement, je l'ai fait. Maintenant, à l'époque où j'étais à la tête de l'amicale, il y a un site qui existe jusqu'à aujourd'hui, peut-être qu'il n'est pas maintenant avec les réseaux sociaux, mais qui remonte au début des années 2000, au début, tout à fait au début. Nous avons fait tout un travail sur le 17 octobre, il est toujours sur ce site. C'est un site qui est actualité, Algérie actualité, non pas Algérie actualité, actualité de l'immigration.org. Si vous allez sur ce site, vous allez trouver tout un travail qui a été fait sur le 17 octobre. Mes oncles, famille, etc., ils ont tous participé. Il y a eu des chefs, il y a eu une réunion chez nous. J'ai participé également aux femmes et l'émancipation des femmes également. Donc, d'ailleurs, ces deux-là, je leur rends hommage, je leur tire mon chapeau, toutes ces femmes qui ont milité. Donc, et moi, ma question, c'est la suivante. Comment cela se fait-il que cet événement, il n'a pas été... on n'en fait pas régulièrement, et chaque année.
d'une part, et d'autre part, est-ce que vous pourriez également en parler au salon du livre qui aura lieu, donc, comme chaque année, à l'Hôtel de Ville de Paris? En même temps, pour qu'il y ait plus de monde, pour que tout le monde le sache. Chaque année, quand je suis à Paris, bien sûr, je suis toujours le 17 octobre sur le pont Saint-Michel parce que c'est le soir où il y a même des associations françaises qui viennent prendre la parole et commémorer le 17 octobre. Donc ça, ce côté-là se fait régulièrement chaque année. Maintenant, pour ce qui est de... Excusez-moi, j'ai oublié l'autre partie de votre question. Le salon du livre qui a lieu chaque année au mois de février à l'Hôtel de Ville, nous, c'est le salon du Maghreb. Oui, oui. Ça, c'est organisé par un ancien pied noir. Et en plus des renseignements généraux. Bon. Vous savez, oui. Vous savez, ce service, il fait son travail, ils sont toujours présents à toutes les réunions. Bon, je jette aucun doute ici, mais je n'en doute pas qu'ils sont là. Oui, Bon, ils font leur boulot, ça nous gêne pas, franchement. Hein? Il faudrait que des citoyens, des associations prennent des initiatives de faire ce travail, ça c'est une très bonne chose. Radio Beurre, par exemple. La radio. Oui. Alors, j'ajouterai quand même sur le 17 octobre qu'en Algérie, le 17 octobre, quelques années après l'indépendance, je ne serai pas en mesure de vous donner la date exacte, le 17 octobre est proclamé Journée nationale de l'immigration. Exactement. Et moi, depuis, excusez-moi, je vous coupe la parole, depuis que j'étais au primaire à ma scolarité, on fêtait le 17 octobre. Oui. Avec une présence d'un émigré, de quelqu'un qui venait en vacances. Mais les autorités algériennes, avec les associations bien sûr, on fêtait toujours le 17 octobre. Le 17 octobre, c'est la Journée nationale de l'immigration, ça depuis maintenant quelque chose comme une cinquantaine d'années au moins, à l'initiative d'anciens responsables de la fédération. Et en Algérie, il y a, à peu près dans toutes les villes d'Algérie, il y a des places, des rues. Et vous venez de dire que les Algériens là-bas, ils commémorent cet événement. Vous pouvez me dire exactement à quelle date? Parce que quand même, une répression de cette ampleur qui n'a jamais été représentée comme un événement par la plupart des Français et par les Algériens. Est-ce que, parce que c'est une initiative qui a été prise par la Fédération de France, il y avait un conflit entre le GPRA plus l'armée des frontières qui sont venus, ils ont pris le pouvoir de force, ils ont voulu étouffer cet événement. C'est vrai que vous pouvez nous dire la date exactement, parce que cette date, de 61 jusqu'à, je crois que je ne me rappelle pas, jusqu'à le procès de Pacon, ça n'a pas été connu, cette date, au niveau du public algérien. Ça a été à l'initiative, mais c'est une journée nationale décidée par le gouvernement algérien de l'époque. Hein? L'indépendance de l'Algérie, c'est resté en 67, non. Mon compagnon Lanaya, mon frère est disparu. Cette histoire, cet événement de l'histoire de l'Algérie. Même là, ils vont vraiment étouffer cette histoire. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même, c'est des gens qui sont morts pour l'indépendance de l'Algérie. Ils sont morts pour une cause. Je ne sais pas pourquoi vouloir étouffer une histoire de notre histoire. Pourquoi ils voulaient vraiment l'étouffer? Écoutez, madame, si nous allons aborder cette question des crises de 62 et ceux qui sont suivis, il nous faudra 10 journées pour en parler. Et en définitive, on ne sera pas tous d'accord. Donc nous allons nous limiter au 17 octobre si vous le voulez bien. Maintenant, les Algériens, aujourd'hui, notamment la génération d'après l'indépendance, alhamdoulilah, nous avons des milliers d'universitaires, des historiens, ils ont écrit, les réseaux sociaux en parlent. À quelle date, s'il vous plaît, vous pouvez me dire à quelle date ils commencent à écrire? À quelle date après l'indépendance, madame, après l'indépendance? Il y a beaucoup d'écrits là-dessus, sur l'histoire de la guerre de libération, sur la révolution algérienne, sur le 20 août 56, etc. Vous pouvez lire, vous trouverez,
énormément d'ouvrages écrits par des écrivains, par des journalistes tout à fait indépendants. Voilà. Aujourd'hui, si vous voulez bien, nous allons nous limiter à la journée du 17 octobre, si vous voulez bien. Alors, je vais justement en profiter, puisque nous avons parmi nous Si Bachir Khalfallah. Je vais lui laisser la parole pour... lui aussi, il était ici en France pendant la guerre de libération. Il était ici avec des étudiants algériens. Donc, il peut témoigner pour la période qu'il a connue de la guerre de libération et aussi de l'apport de frères tunisiens pendant la lutte de libération. Il nous a honoré de sa présence, nous allons lui donner la parole. Fadla Sidi Bachir. Même si j'ai commencé par un accident de l'histoire à militer au début des années 50. Hachad, le grand syndicaliste maghrébin, a été tué par la main rouge. Le parti de Bourguiba nous a appelés à manifester. Et c'est là où j'ai commencé à militer. J'ai tenu, malgré des problèmes de santé que, hélas, quand on est au crépuscule de sa vie, les problèmes de santé s'accumulent. J'ai terminé ma dernière mission en 2015 en tant que commissaire de l'Union africaine sur les droits de l'homme, en tant que commissaire et vice-président de la commission. J'étais sénateur tunisien représentant la diaspora tunisienne de 2005 à 2011, lorsque le changement s'est effectué en Tunisie, dit le printemps arabe, qui, de mon point de vue, mon humble point de vue, c'est un automne qui se caractérise surtout par les feuilles mortes que par une nouvelle vie. Nous commémorons aujourd'hui une date importante. Et le frère Eresky, qui a vécu ces événements, plus que moi. Moi, j'étais un militant à l'époque, fin des années 50, début des années 60, responsable au Néo-Destour de Bourguiba en France, et nous avons vécu ces événements. En octobre 2061, nous avons voulu participer et on a été arrêtés à la place Saint-Michel. Parce que le soir, en tant qu'étudiant, le boulevard Saint-Michel et l'AEMNA, l'association des étudiants musulmans nord-africains, qui se trouvait au 115 boulevard Saint-Michel, était le berceau du nationalisme maghrébin. Les FLN existaient, il a utilisé l'AEMNA, et malgré que la présidence était à tour de rôle, nous avons toujours joué le rôle de la solidarité. Même quand on était étudiant et qu'on voit un frère qui était poursuivi et pourchassé par la police, on lui laissait notre chambre à la cité universitaire ou à l'hôtel des étudiants derrière le Panthéon, et nous, on se débrouillait ailleurs pour trouver une place à passer la nuit, et lui en sécurité. Ils existent, ces personnes. Une fois, j'ai eu le plaisir d'être invité à l'ambassade d'Algérie et j'ai retrouvé des frères. Et nous avons, hélas, commencé à pleurer parce que ma génération
demeure sensible, mais elle est consciente. Et elle sait où donner sa confiance. Vous avez parlé de mémoire, c'est notre devoir à tous d'enseigner à nos enfants notre histoire. Nous, en tant qu'immigrés ici, mais vous demandez des comptes. Qu'avez-vous fait pour que cette mémoire se perpétue? Mais vous êtes là. Elle existe. Le président Areskri a parlé que le 17 a été et toujours commémoré. Avez-vous entendu parler du 17 dernier? Aucune radio, aucune télévision, aucun journal français n'a parlé de cet événement important. Voilà comment ce pays dit des droits de l'homme voit la liberté de la presse et donne les informations à ses citoyens. Non, il y a une... En ce qui nous concerne, nous n'oublierons jamais cet événement. On n'oublie jamais le sang des innocents pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre libres dans un pays démocratique. Ce qu'a fait l'Algérie a été, comme l'a dit le frère Gay de la FETAF, l'Algérie a servi de berceau, a servi de guide à tous les mouvements de libération dans le continent africain. J'ai pu pendant 15 ans visiter plus de la moitié des 55 pays du continent africain. J'ai toujours remarqué auprès des jeunes une soif d'apprendre et une soif de savoir. Pourquoi nos gouvernements actuels n'encouragent pas cette mémoire? Pourquoi on en parle peu? Parce que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui n'ont pas vécu cette histoire. Et certains sont complexés de ce qui a été fait par notre génération et ceux qui l'ont précédé. On ne leur demande rien, c'est vous qui leur demanderez, parce que c'est vous qui détenez la liberté de choisir grâce à votre vote. Mon frère et ami Bachir Khalfallah, pour son intervention et son témoignage. Et je crois qu'on va clôturer notre réunion. Oui, vas-y. Comme ça, on terminera parce qu'à 16h, nous devons libérer la salle. D'accord. Le 17 octobre, en résumé, c'était un engagement. Vous étiez décidé, vous avez pris votre décision. Aujourd'hui, on est le 20, le 31 octobre, c'est la clôture des inscriptions électorales. Comment convaincre mes compatriotes aujourd'hui à s'engager? Bon, tu poses un problème à la fois engagement, ancien, nouveau et à venir. L'engagement est quelque chose de permanent. Bon, l'engagement s'engage autour de causes. Notre génération a été engagée pour le combat contre le colonialisme et pour l'indépendance. Le combat des générations suivantes, c'est pour l'édification d'une société libre, prospère, qui donne des droits aux hommes et aux femmes et qui instaure une société de justice sociale. Aujourd'hui, l'engagement pour les jeunes, c'est de poursuivre ce combat pour la justice sociale, pour la liberté, pour l'égalité entre hommes et femmes.
c'est de poursuivre ce combat pour la mémoire. Voilà, ce sont autour de ces causes que les jeunes peuvent s'engager, se mobiliser. Et quels sont les mots à leur trouver? Les mots à trouver, c'est autour de ce que je viens de dire. C'est au fur et à mesure, vous les trouverez vous-même, au fur et à mesure, dans le combat quotidien. Ce n'est pas des choses comme ça qui se comment dirais-je, qui se décrètent. C'est au fur et à mesure. Nous, on était jeunes quand on a commencé, 16-17 ans. Ah, on a vu le FLN appeler à la libération de l'Algérie, et chacun de nous, là où il est appelé à y contribuer. Et c'est comme ça qu'on a pu s'organiser. On ne va pas faire une autre conférence, mais je peux vous dire que quand on a commencé, on n'avait aucune notion d'organisation. Nous n'avons pas été formés pour. C'est sur le tas, dans le travail quotidien, les arrestations, le messalisme d'un côté, les arrestations de l'administration française. Et c'est au contact de tout ça qu'on a su convaincre les Algériens, nos compagnons, nos frères, pour s'organiser et mettre en place l'une des plus puissantes organisations qu'a connue l'Europe occidentale. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, en 1962, quand le bureau politique, par la bouche du l'Aïrahmou, de Mohamed Khidr, qui est secrétaire général du FLN, c'est lui qui avait annoncé la dissolution de la Fédération de France du FLN. Le journal Le Monde, du mois de septembre-octobre 62, la date, je ne peux pas vous le dire. Il a fait un grand article sur la dissolution de la Fédération de France. Et il avait mis comme titre, je me rappellerai toujours, la plus puissante organisation politique qu'a connue l'Europe occidentale vient d'être dissoute. Donc, c'est pour vous dire que c'était le FLN, que ce soit en Algérie ou en France. Sa force, c'était quoi? C'était les jeunes. C'était les jeunes. 80%. Et je suis sûr que je ne me trompe pas. 80% de sa force, ses effectifs, ses militants, adhérents, sympathisants, c'était des jeunes. Et c'est comme ça qu'on a mis fin au culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, il a fait beaucoup de mal au mouvement national. Et le culte de la personnalité fait du mal au pays. Les jeunes aujourd'hui, ils doivent prendre en main leur avenir. Construire un pays, nous n'avons qu'un seul, c'est l'Algérie. Et construire une Algérie forte, une Algérie prospère, c'est contribuer au développement et à la sécurité de l'Afrique. Notre avenir est en Afrique. Le continent africain est un continent vierge. Il fait l'objet de convoitises. Nous vivons à une époque où c'est les pratiques du néocolonialisme. Pendant la colonisation des années que nous avons connues, nous, le colonialisme, les représentants du colonialisme étaient obligés de mettre la main dans le cambouis. Aujourd'hui, ils ont les mains propres. Ils manipulent leurs marionnettes locales.